Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je reçois Gilles Rivière-Wechstein. Bonjour. Bonjour Jean. Alors, je vais présenter M. Rivière-Wechstein et on passera aux questions que je lui ai préparées. Alors, vous êtes fondateur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement. C'est bien ça. Vous êtes spécialiste des questions donc, agricoles et environnementales. Absolument. Alors, vous avez publié déjà un ouvrage, c'était en 2006. Exact. Qui s'appelle Abeilles, l'imposture écologique. Et vous êtes membre de l'Association française des journalistes agricoles, donc vous êtes journaliste. Voilà. Et vous publiez ces jours-ci, et c'est pour ça que nous vous recevons, le livre Bio, fausses promesses, vrai marketing, avec une préface de Jean de Kervasdoué aux éditions Le Publieur. Bon, première question, quelle est la thèse de votre livre? Est-ce que vous pouvez la résumer rapidement? Alors, moi, ce que j'ai voulu essayer de savoir, c'est est-ce que les fausses promesses du bio peuvent être tenues ou pas? Fausses promesses, c'est quoi? C'est trois promesses, trois raisons pour lesquelles les gens achètent des produits bio. Premièrement, parce qu'ils pensent que les produits bio sont meilleurs pour leur santé. C'est 90-95% des gens qui achètent des produits bio le font sur cette base-là. Deuxièmement, ils pensent qu'en général, l'agriculture biologique, c'est meilleur pour l'environnement. Les pratiques agricoles sont meilleures pour l'environnement. Et troisièmement, parce que c'est un moyen de soutenir le petit agriculteur local et pas la multinationale qui produit cette malbouffe dont on entend parler partout. Et vous dites-vous, tout ça est faux? Alors je dis que ce sont des fausses promesses, parce qu'effectivement, l'agriculture biologique ne produit absolument pas des denrées de meilleure qualité sanitaire que celles que vous pouvez acheter par ailleurs, qui sont issues de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture biologique n'est pas toujours la pratique agricole qui est la plus propre pour l'environnement. Il y a beaucoup d'exemples qui le montrent. Et troisièmement, quand vous achetez des produits bio, ben vous n'achetez pas toujours des produits locaux, des produits qui viennent d'un petit agriculteur au fin fond de l'Aveyron. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels et généralement dans le grand public, je pense, on a une image du bio qui est un peu l'agriculture de grand-mère, c'est-à-dire avec le compost, avec toutes ces choses naturelles. Mais vous dites non, les pesticides c'est mieux finalement, ou voilà, parce que l'agriculture intensive actuelle, qui permet de nourrir tout le monde, est associée aux pesticides, aux engrais chimiques, etc. Alors justement, c'est là une des fausses promesses aussi de l'agriculture biologique, c'est de faire croire aux gens que l'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides. Ouais. Donc il y aurait deux mondes dans l'agriculture, le monde de l'agriculture conventionnelle et des pesticides, ouais, mauvais pour la santé, et puis de l'autre côté le monde du bio, naturel, sans pesticides, tout propre. Ouais. Là c'est faux. L'agriculture biologique utilise de très nombreux pesticides. La seule différence entre ces produits utilisés en bio par rapport à ceux qui sont utilisés par leurs collègues en conventionnel, c'est que dans le premier cas ils sont naturels. Donc leur toxicité est naturelle, ils tuent naturellement les ravageurs, alors que dans le cas de l'agriculture conventionnelle, on se permet d'utiliser des produits de synthèse, donc des produits qui fonctionnent avec la même manière, la même toxicologie, mais simplement qui ont été synthétisés par l'industrie de la chimie. Et donc, en réalité, ces produits-là sont souvent plus contrôlés et il est plus facile de savoir la dose exacte de toxiques que vous mettez dans le champ quand ce sont des produits qui sont synthétisés, alors que quand ce sont des produits issus de plantes naturelles, ne fût-ce que la quantité de toxiques que vous déversez n'est pas connue. Alors est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Parce que là, c'est très intéressant, mais est-ce que dans le logo, par exemple, AB, donc agriculture biologique, vous avez un exemple de ce genre d'agent toxique, mais naturel? Ah ben, par exemple, la roténone. Ouais. La roténone est un produit qui a été utilisé par les agriculteurs biologiques depuis de nombreuses années. L'Europe a estimé aujourd'hui que ce produit doit être retiré totalement et ne plus être utilisé par qui que ce soit, parce qu'on a trouvé des liens avérés avec la maladie de Parkinson, donc c'est un produit dangereux pour la santé. Ouais. Donc il a été retiré de l'utilisation en Europe il y a maintenant 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus, et les agriculteurs biologiques français ont obtenu une dérogation pour continuer à l'utiliser pendant encore 2 ans, sachant que c'est un produit toxique pour l'homme. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. C'est effectivement passionnant. Alors, qu'est-ce que on a envie de vous demander? Votre livre arrive dans un flot. Vous nagez à contre-courant. Aujourd'hui, si on peut prendre les proportions, vous êtes de 1 à 10 000 peut-être, ou minimum. Qu'est-ce que votre livre peut changer? Alors, vous l'avez fait pour apporter une autre
une autre vision, mais qu'est-ce que votre livre peut changer concrètement selon vous? Alors, il faut rester modeste, hein. Mais je pense que, enfin, ce que j'essaie de faire avec mon livre, c'est pas de faire la guerre au bio, c'est de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, il y a des mythes autour du bio, et aussi, surtout, et c'est la deuxième partie du livre, d'où viennent ces mythes. C'est ça qui est intéressant, parce qu'à partir du moment donné où on se rend compte que finalement, c'est pas meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement, la question se pose de pourquoi, d'où ça vient, ces mythes. Donc, la deuxième partie de mon livre est consacrée à tout un travail historique de, finalement, d'où vient tout ça. Et là, ce que j'ai découvert, et c'est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que la nourriture qu'on nous sert aujourd'hui serait vraiment de très mauvaise qualité. Et donc, que ce qui était fait avant était de meilleure qualité. Maintenant, si vous regardez les textes qui ont été écrits, disons, il y a 20 ans, les gens qui défendaient l'agriculture biologique à l'époque disaient que l'agriculture de cette époque était déjà mauvaise et qu'elle était meilleure avant. Et si vous remontez 20 ans avant, donc en 1960, vous avez le même discours. Et vous pouvez continuer comme ça jusqu'en 1920. Donc, à suivre les partisans du bio qui disent que c'est meilleur pour la santé. L'agriculture, la nourriture qui serait la bonne, serait celle, finalement, du début du 19e siècle. Oui, alors qu'on sait très bien maintenant, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, que beaucoup de morts étaient dues justement à ce défaut de qualité de l'agriculture d'époque. Il n'y a pas simplement ça, mais on sait, bien entendu, que l'espérance de vie, qui aujourd'hui, nous avons des records dans tous les pays occidentaux, tous les pays où on a une consommation de chimie qui est la plus grande, sont les pays où l'espérance de vie est la plus grande aussi. Et on sait qu'il y a un lien, bien entendu, entre une bonne alimentation, d'un côté, une alimentation diversifiée, et l'espérance de vie. Et déjà c'est très intéressant. En 1970, les adeptes du bio de l'époque avertissaient les gens en disant « Vous allez voir, l'espérance de vie va s'arrêter maintenant de progresser. Nous allons... » Donc tout ce discours, il a toujours été tenu. Il a été tenu depuis au minimum 80 ans sur l'ensemble de ces domaines. Alors c'est un discours à la fois anticapitaliste, on pourrait dire, mais aussi réactionnaire, et c'est ce que vous démontrez dans la deuxième partie de votre livre, en effet, sachant que les écolos, oui, on va les appeler comme ça, remontent souvent à Hervé Dumont, mais s'arrêtent là. Alors est-ce que vous avez étudié ça? Alors c'est exactement la même chose dans l'agriculture biologique. Quand vous regardez tous les écrits sur l'agriculture biologique, sur l'histoire de l'agriculture biologique, s'arrêtent à mai 68. Voilà. Ça aurait commencé de manière un petit peu mystérieuse après mai 68. Et en réalité, l'agriculture biologique date des années 30 et des années 20. Les années 20, c'était essentiellement par un Autrichien qui s'appelle Rudolf Steiner, qui a apporté tout un contexte un peu mystique dans l'agriculture. Les années 30, c'est Sir Albert Howard, qui est un Britannique, un noble britannique, qui a porté les fondements de l'agriculture biologique. Et en France, vous avez tout un courant hygiéniste, qui était le courant de la terre qui ne ment pas, qui a donné, comme vous le savez, le maréchal Pétain un peu plus tard. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, toute l'agriculture biologique a été portée par les mouvements qui étaient des mouvements qu'on appelait à l'époque poujadistes, donc de Pierre Poujade, qui défendait le petit agriculteur, qui s'opposait au capitalisme de l'époque, ou plutôt à l'américanisation de la société, à la modernité de la société. Tout ce processus que l'agriculture française a connu de modernité, tous ces gens qui ne s'y trouvaient pas, qui s'y opposaient, se sont retrouvés dans ce mouvement poujadiste, qui était porté par deux courants qui ont été les grands courants de l'agriculture biologique. Le premier, c'était autour de Raoul Lemaire, qui était lui-même candidat de Pierre Poujade, donc clairement poujadiste. Et le deuxième, c'est Nature et Progrès, qui aujourd'hui est un mouvement connu pour être plutôt progressiste de gauche. Et tous ces fondateurs étaient tous des admirateurs de la terre qui ne ment pas de Philippe Pétain. Alors ce qui est très intéressant, et c'est ce que vous dites en utilisant le terme de marketing, c'est qu'on peut reconnaître un certain génie de ces gens-là, de recycler, pour utiliser un terme d'écologie, pour recycler des idées et les faire passer du camp du mal, en fait, aujourd'hui, au camp du bien. Comment vous expliquez ça? Comment ils ont réussi, en fait? Alors je pense que ce n'est pas eux qui ont réussi. Je crois qu'il y a eu effectivement une mutation qui a eu lieu dans les années 80, où tout ce langage, toute l'écologie qui était tenu par des gens comme Henri Coston, par exemple, qui était un écologiste. Donc Henri Coston, fameux antisémite. Voilà, qui était un des
quand même un des théoriciens un petit peu de vraiment la droite très très radicale française de l'après-guerre. C'était l'héritier de Drummond. Voilà, et qu'il a écrit des textes sur la véritable écologie, revendiquant la véritable écologie, et il se plaignant même qu'à partir des années 70-80, cette écologie a été reprise par la gauche. Donc il y a eu tout un phénomène qui a eu lieu, mais ça, bien entendu, ça n'a pas suffi pour faire exploser le marché du bio. Pour que le marché du bio explose, il a fallu que des entreprises commencent à s'y intéresser, que le big business s'y intéresse, et donc on voit c'est pour ça que je l'ai aussi appelé vrai marketing, on voit bien que des grandes surfaces comme Carrefour, comme Casino, comme Leclerc, tout ça ont tout un petit pôle de produits bio, en portant énormément d'attention sur tout ce qu'ils font de bio, sachant que ça ne représente jamais plus que 2-3% de ce qu'ils vendent, mais en attirant le consommateur vers ça, ça leur permet d'avoir une image verte, une image vertueuse, et montrant qu'eux au moins ils font attention à la planète. Donc il y a d'un côté des idéologues qui sont toujours pour défendre le bio d'un point de vue idéologique, et puis vous avez bien entendu le marketing qui s'y est mis et qui marche à plein. Et ensuite vous avez un troisième élément, c'est le politique. Aujourd'hui, surfer sur l'écologie, c'est quelque chose qu'on fait de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le centre. Il n'y a pas un parti qui n'est pas là en train de dire faisons du développement durable, etc. Et Nicolas Sarkozy et le Grenelle de l'environnement, c'était effectivement une tentative, excusez-moi, de sa part, de prendre ce mouvement et d'en faire profiter sa propre popularité. Bien entendu, ça a été un échec total. Oui. Mais pour autant, vous n'iriez pas jusqu'à dire que tous ces gens-là sont d'extrême droite, ou en tout cas prônent des thèses proches de l'extrême droite. Bien entendu que non. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand vous regardez aujourd'hui les arguments qui sont mis pour défendre l'agriculture biologique, ils n'ont pas changé. Ce sont les mêmes. Il y a une constance, c'est toujours la défense du petit, comme c'était pour Pierre Poujac, la défense du petit. C'est toujours, il faut manger local et faire attention à ce qui vient de l'étranger. Donc l'étranger, c'est finalement le danger. Des thèmes qui sont quand même assez classiques dans l'extrême droite. C'est une question de présentation, en fait. Vous avez également la question du rôle de la nature, le naturel. Le naturel est pur, la pureté, la recherche de la pureté dans l'alimentaire, la pureté également dans la sphère de la société. Et cette pureté entraîne quoi? Entraîne un rejet des institutions parlementaires, donc le politique devient corrompu, n'est-ce pas? Les institutions qui sont censées nous protéger ne font pas leur travail, elles sont toutes corrompues. Donc c'est un discours sur la corruption, sur même de temps en temps, pour aller très loin, certains vont jusqu'à penser qu'il y a une sorte de complot mondial de la part, par exemple, Monsanto, les multinationales domineraient le monde, comme il fut une époque, on disait que les juifs et les francs-maçons dominaient le monde. Vous avez donc des éléments de discours qui n'ont pas changé, mais qui sont portés aujourd'hui par des gens qui revendiquent une autre identité. Alors, on va inaugurer aujourd'hui ce qu'on appelle la question souscripteur. Donc, nos souscripteurs, donc les gens qui soutiennent financièrement Enquête et Débat, ont la possibilité d'adresser une question, comme je vais le faire, à l'invité du jour. Alors, je vous la lis. Pourquoi combattre l'agriculture biologique alors que c'est sans doute le seul modèle de culture durable et localiste viable dans le système actuel? Et deuxième partie de la question, pourquoi ne pas l'encourager en militant par exemple pour une fiscalité biologique favorable notamment aux produits locaux bio et défavorable aux importations polluantes issues de cultures industrielles et productivistes? Alors cette question est très intéressante parce qu'elle résume parfaitement ce que je vous disais avec cet univers binaire, avec d'un côté le bio qui ne pollue pas, qui est durable, et puis de l'autre côté l'agriculture productiviste importée et qui pollue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture biologique peut également polluer. Vous avez aujourd'hui des méthodes d'agriculture conventionnelle qui sont bien plus propres que l'agriculture biologique. Donc cette séparation n'est pas correcte. Bien entendu, vous avez aussi des pratiques d'agriculteurs conventionnels qui polluent plus que l'agriculture biologique. Vous voyez, c'est pas le bien et le mal d'un côté. Je donne un exemple. Ceux qui veulent manger des fraises en hiver, par exemple, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Bon, bah ça pollue parce qu'il faut utiliser des transports bien plus que de manger en conformité avec les saisons. C'est un autre sujet. Je pense que c'est un autre sujet. Mais pour revenir sur cette question-là, et la deuxième partie, c'est de dire, si on met une taxe pour éviter les importations, comme ça pourra aider l'agriculture locale et bio. Mais locale et bio,
c'est déjà deux choses tout à fait différentes. Savez-vous que 60% de tous les fruits et légumes que nous consommons qui sont bio sont importés? Une fiscalité qui taxerait tous ces produits ferait tomber totalement le marché du bio, sauf si les gens sont prêts à mettre 2-3 fois plus d'argent dans leurs produits. Parce que produire bio dans des pays comme l'Italie, comme l'Ukraine par exemple, est beaucoup moins cher que de produire bio en France, pour une raison très simple, c'est que le bio demande beaucoup de main d'œuvre, et la main d'œuvre n'est pas la meilleure marché en France. Parce que vous expliquez qu'en fait, à la fois la France est déficitaire en termes de bio, et aussi que l'Allemagne commence à développer des énormes champs dédiés au bio, donc là on s'éloigne effectivement du pur petit et on tombe dans le productivisme du bio, non? Alors on a effectivement en Allemagne, je prends l'exemple, on a une entreprise qui a été mise en place par des financiers, par un avocat d'affaires, qui contrôle une galaxie de fermes, toutes bio, 30 000 hectares. 30 000 hectares. Et la moitié est consacrée au bio, au carburant, pour alimenter les carburants, le biogaz, et l'autre moitié, ce sont des céréales bio. Donc ces prix de revient n'ont rien à voir avec un agriculteur bio français. Et aujourd'hui, heureusement que ce cher monsieur d'Allemagne n'a pas décidé d'envahir le marché français. Le jour où il décidera, tous les agriculteurs bio qui font du blé vont pouvoir se poser un certain nombre de questions. Alors, on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, ça passe vite, mais j'ai encore deux questions pour vous. Est-ce qu'il n'est pas surprenant que d'une part, on fasse l'apologie, que ce soit l'État ou les médias, on fasse l'apologie du bio, comme on le constate, et qu'on stigmatise, comme on aime dire aujourd'hui, les mouvements sectaires qui sont souvent proches des idées bio, sont des petites communautés. C'est déjà la première question. Voilà. Si oui, mais on ne peut pas quand même résumer le bio à ces mouvements sectaires. Non, bien sûr. Il y a eu une partie c'est effectivement vrai, et c'était plus vrai dans les années 70, je dirais, juste après mai 68. Aujourd'hui, le bio va bien au-delà de cela. Et ce que le gouvernement ou les pouvoirs publics soutiennent aujourd'hui, ce n'est pas le bio dit sectaire, c'est vraiment un bio, je dirais même, c'est le bio de Carrefour qu'ils soutiennent, plus qu'autre chose. Bien. Et alors, quel est selon vous l'autre sujet lié à l'écologie qui produit le plus de manipulation écologique? Parce que là, je pense qu'on est dans ce cas-là. Enfin, je renvoie à votre livre, évidemment, pour tous les détails que vous apportez en nombre. Mais est-ce qu'il y a un autre sujet que vous avez pu étudier ou que vous voyez très clairement avec le même genre de manipulation médiatique et politique? Il y en a deux, je dirais. Il y a le sujet des OGM. C'est un mot à ne pas prononcer en France, c'est un mot interdit. Qui est lié au bio d'ailleurs. Non, qui est lié à l'agriculture. Donc, mais bon, c'est quand même quelque chose. Voilà. Et le deuxième thème de l'écologie qui a été politisé, utilisé à des fins politiques, pour moi, c'est clairement le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, d'accord. Et alors, vous parlez des OGM, donc on va terminer par là, parce que dans la préface qu'écrit Jean Kervasdouet de votre livre, il cite Jean Jaurès, donc grand homme de gauche devant l'éternel. Je cite juste cette partie-là, voilà ce que dit Jean Jaurès. Donc on a du mal à y croire aujourd'hui, mais voilà. Les hommes oublieux opposent aujourd'hui ce qu'ils appellent le vin naturel au vin artificiel, les créations de la nature aux combinaisons de la chimie. Il n'y a pas de vin naturel, il n'y a pas de froment naturel. Le pain et le vin sont un produit du génie de l'homme. La nature elle-même est un merveilleux artifice humain. Est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus? Ça prouve bien que tout le débat sur le naturel, le bio et l'artificiel ne date pas du Grenelle de l'environnement, puisque, selon mes souvenirs, Jean Jaurès est décédé juste à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc déjà, à cette époque-là, le sujet était posé, et c'est clair que les gens qui s'opposaient au naturel étaient bien entendu les gens qui étaient les progressistes de l'époque. Voilà, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, un écologiste qui se réclame de Jaurès, la plupart des écologistes s'en réclament, est contre cette déclaration-là. Absolument. Donc on voit l'évolution de l'histoire. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Rivière-Bechstein. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous, et à bientôt pour un nouveau quart d'heure de célébrité. Au revoir.